Son ventre gonflé par sa grossesse, la lynx plongea dans les eaux glaciales et arracha le chiot mourant au courant mortel, défiant tous ses instincts de prédateur. Ce qu'elle fit ensuite stupéfia le vétérinaire qui, figé sur la berge, n'en croyait pas ses yeux. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter pour nous dire d'où dans le monde vous nous regardez. C'est parti. Le brouillard matinal flottait sur la rivière Blackwater, ses volutes fantomatiques s'accrochant à la surface de l'eau comme des spectres errants. C'était l'aube d'une journée printanière dans les forêts du nord du Minnesota, mais l'air conservait encore la morsure glaciale de l'hiver qui venait à peine de s'évanouir. Dans ce royaume sauvage où la vie et la mort dansaient leur éternel ballet, une silhouette solitaire se déplaçait avec une grâce féline entre les pins et les épicéas. Naya, une femelle lynx roux de 4 ans, se mouvait comme une ombre à travers la végétation. Son pelage tacheté, parfaitement adapté pour se fondre dans le sous-bois, brillait d'un éclat roux dans les premiers rayons du soleil. Mais Naya n'était pas comme les autres lynx qui parcouraient ces bois. Son ventre arrondi trahissait sa condition. Elle portait la vie, probablement une portée de 3 ou 4 petits qui verraient le jour dans quelques semaines. La grossesse aurait dû ralentir ses mouvements, limiter son territoire de chasse, mais les printemps précoces étaient difficiles dans cette région. Les proies habituelles, lapins, écureuils et petits rongeurs, n'avaient pas encore proliféré après le long hiver. Chaque jour devenait une lutte, non seulement pour sa survie, mais aussi pour celle des petites vies qui grandissaient en elle. Ce matin-là, poussée par une faim grandissante, Naya s'était aventurée plus près de la rivière qu'à son habitude. Ses instincts lui commandaient normalement d'éviter les cours d'eau profonds, mais elle avait repéré des traces de castor, et ces gros rongeurs représentaient un festin potentiel qui pourrait la nourrir pendant plusieurs jours. À 5 kilomètres en amont, le docteur Marc Leblanc terminait sa ronde matinale à la clinique vétérinaire de Pine Ridge. À 42 ans, ce vétérinaire spécialisé en faune sauvage avait consacré sa vie à soigner les animaux de cette région reculée. Originaire de Montréal, il avait quitté la frénésie urbaine il y a 15 ans pour s'installer dans ce coin perdu du Minnesota, attiré par la beauté sauvage des lieux et la possibilité d'étudier les prédateurs dans leur habitat naturel. « Je sors faire ma tournée près de la rivière, Emma », lança-t-il à sa réceptionniste, tout en enfilant sa veste imperméable. Jacob Miller a signalé un renard blessé près de sa propriété hier soir. Emma hocha la tête, sans lever les yeux de son écran d'ordinateur. « N'oublie pas que tu as une consultation avec les gardes forestiers à 14 heures. Ils veulent discuter du nouveau programme de suivi des lynx. » Marc sourit en pensant à ce projet qui lui tenait tant à cœur. Depuis 3 ans, il collaborait avec le département de la conservation pour étudier la population déclinante de lynx roux dans la région. Les résultats préliminaires étaient préoccupants. Le changement climatique et l'expansion humaine réduisaient drastiquement leur territoire. Le vétérinaire chargea son équipement dans son vieux Ford Bronco, trousse de premiers soins pour animaux sauvages, fusil à tranquillisant et divers outils de capture et d'examen. Une journée ordinaire dans la vie extraordinaire qu'il avait choisie. Ce qu'il ignorait, c'est que cette journée n'aurait rien d'ordinaire. À quelques kilomètres de là, une autre histoire se déroulait. Sur la rive opposée de la rivière Blackwater, la ferme des Henderson s'éveillait doucement. Thomas Henderson, agriculteur de 5e génération, nourrissait son bétail tandis que sa femme Karen préparait le petit déjeuner pour leurs 3 enfants. « Quelqu'un a vu Buddy ?» demanda Lily, leur fille de 8 ans, en descendant les escaliers. Buddy, un berger australien de 10 mois, était le dernier ajout à leur famille, un cadeau d'anniversaire pour Lily. « Il était dans la cuisine il y a 1 heure, » répondit Karen en fronçant les sourcils. « Va voir dans la grange, peut-être qu'il a suivi ton père. » Mais Buddy n'était ni dans la grange, ni dans les champs adjacents.
Ce que la famille Henderson ignorait, c'est que leur jeune chien, curieux et plein d'énergie, avait repéré un raton laveur au bord de leur propriété et s'était lancé à sa poursuite. Cette course folle l'avait mené de plus en plus loin, jusqu'aux berges de la rivière Blackwater. Malheureusement pour Buddy, les pluies récentes avaient gonflé la rivière et ses berges étaient devenues traîtresses. En s'approchant trop près de l'eau pour acculer sa proie, le sol meuble avait cédé sous ses pattes, le précipitant dans le courant glacial. Paniqué, le jeune chien avait tenté de regagner la rive, mais le courant était trop fort. Chaque tentative l'épuisait davantage, et l'eau froide engourdissait rapidement ses muscles. Buddy fut emporté par le courant, ses aboiements désespérés se perdant dans le grondement de la rivière. C'est précisément à ce moment que les chemins de Naya et de Buddy allèrent se croiser, dans une rencontre qui défierait toutes les lois de la nature. Naya avait repéré un terrier de castor abandonné et s'était accroupi patiemment, attendant que ses occupants se montrent. Ses oreilles pointues pivotaient dans toutes les directions, captant le moindre son. Soudain, un bruit inhabituel attira son attention, des éclaboussures frénétiques et un gémissement aigu qui ne ressemblait à aucun animal qu'elle connaissait. La curiosité l'emporta sur la prudence. Naya se déplaça silencieusement le long de la berge, son ventre gonflé l'obligeant à adopter une démarche plus précautionneuse que d'habitude. Lorsqu'elle atteignit un virage de la rivière, elle le vit, une créature à fourrure noire et blanche, se débattant dans l'eau à quelques mètres du bord. L'instinct de Naya lui dictait de fuir cette scène, de retourner dans la sécurité de la forêt. Les prédateurs sauvages évitent généralement tout ce qui pourrait représenter un danger ou une dépense d'énergie inutile, surtout dans sa condition. Mais quelque chose dans les mouvements désespérés du chiot, dans ses gémissements qui faiblissaient, éveilla en elle une réaction inattendue. Peut-être étaient-ce ces hormones de grossesse qui amplifiaient son instinct maternel, ou peut-être simplement le hasard d'une rencontre improbable. Mais Naya fit ce qu'aucun lynx sauvage n'aurait dû faire. Elle s'avança dans l'eau peu profonde. Le courant était fort, même près du bord, et la lynx dut planter ses griffes dans le lit boueux de la rivière pour garder prise. Buddy, épuisé et à peine conscient, dérivait directement vers elle. Lorsqu'il fut à portée, Naya fit quelque chose d'extraordinaire. Elle saisit doucement la peau du cou du chiot entre ses mâchoires, exactement comme elle l'aurait fait pour transporter un de ses propres petits. Avec une force surprenante, elle tira le jeune chien vers la berge, luttant contre le courant et le poids de sa propre grossesse. Chaque pas était une bataille, mais finalement, elle parvint à hisser Buddy sur la terre ferme. Le chiot gisait immobile, trempé et glacé. Naya le renifla prudemment, poussant son museau contre son flanc. Pas de réaction. Par instinct, elle commença à le lécher vigoureusement, stimulant sa circulation sanguine comme elle l'aurait fait pour un chaton nouveau-né. Buddy toussa soudainement, recrachant l'eau qui avait envahi ses poumons. Ses yeux s'ouvrirent brièvement, croisant le regard ambré de la lynx, avant de se refermer d'épuisement. Naya resta près de lui, son corps chaud contre le sien, lui transmettant sa chaleur vitale. Une part d'elle-même savait qu'elle devrait partir, retourner à sa chasse, mais une impulsion plus forte la maintenait là, veillant sur cette créature qui n'était ni proie ni prédateur. C'est dans cette position improbable que le docteur Marc Leblanc les découvrit, alors qu'il longeait la rivière à la recherche du renard blessé. Au détour d'un sentier, il s'arrêta net, stupéfait par le tableau qui s'offrait à ses yeux, un lynx roux, visiblement enceinte, couché protectivement autour d'un chiot trempé et immobile. Son premier réflexe fut de reculer lentement. Un prédateur sauvage protégeant ce qu'il considère comme sa proie pouvait être extrêmement dangereux. Mais quelque chose clochait dans cette scène. Le lynx ne dévorait pas le chiot. Il semblait plutôt le protéger. Marc sortit ses jumelles et observa plus attentivement. Le comportement du félin était indéniablement protecteur.
presque maternelle. Et le chiot, il reconnut un berger australien, montrait de faibles signes de vie. Le vétérinaire savait qu'il devait agir rapidement. Le chiot souffrait probablement d'hypothermie et nécessitait des soins immédiats. Mais comment approcher sans effrayer le lynx et potentiellement provoquer une attaque? Lentement, il déposa son sac et en sortit une seringue hypodermique qu'il chargea avec un tranquillisant léger. Si nécessaire, il pourrait l'utiliser pour endormir temporairement le lynx. Mais son instinct lui disait d'essayer une autre approche d'abord. Marc commença à parler doucement, d'une voix basse et apaisante, tout en s'approchant centimètre par centimètre. « Tout va bien, je ne vais pas vous faire de mal, je veux juste aider le petit. » À sa grande surprise, le lynx leva la tête et le fixa directement dans les yeux, mais ne fit aucun mouvement agressif. Elle semblait évaluer ses intentions. Marc n'avait jamais rien vu de tel en 15 ans de pratique vétérinaire. Les lynx roux étaient connus pour être farouches et éviter tout contact humain. Pourtant, celui-ci semblait comprendre qu'il venait aider. Le vétérinaire continua son approche centimètre par centimètre, tandis que la lynx observait chacun de ses mouvements avec une intensité troublante. « Je vais juste examiner le chiot », murmura-t-il en s'agenouillant lentement à quelques mètres du duo improbable. À sa stupéfaction, la lynx se redressa légèrement et s'écarta du chiot, comme si elle lui cédait la place. Marc ne pouvait en croire ses yeux. Il avait entendu des histoires d'entraide entre espèces différentes, mais jamais rien de cette ampleur, un prédateur sauvage sauvant activement une proie potentielle, puis permettant à un humain d'approcher. Saisissant cette opportunité, Marc s'avança et examina rapidement le chiot. La respiration de Buddy était faible mais régulière. Sa température corporelle était dangereusement basse, mais il avait échappé à la noyade. Le vétérinaire sortit une couverture thermique de son sac et enveloppa le petit animal. « Il est en hypothermie sévère, mais il va s'en sortir grâce à toi, » dit-il doucement, en regardant la lynx qui observait ses gestes avec attention. Marc savait pertinemment que parler à un animal sauvage était irrationnel, mais quelque chose dans le regard ambré de cette femelle lui donnait l'impression qu'elle comprenait. Le vétérinaire remarqua alors le ventre distendu du félin. « Tu es enceinte, » murmura-t-il. « C'est peut-être ce qui explique ton comportement. » Des études récentes suggéraient que les hormones de grossesse pouvaient parfois modifier temporairement le comportement des prédateurs, mais ce qu'il observait allait bien au-delà des cas documentés. Marc prit une décision rapide. Le chiot avait besoin de soins urgents, mais il ne pouvait pas simplement abandonner ce lynx extraordinaire. L'animal présentait des signes de fatigue et de possible malnutrition, probablement dus à sa grossesse. En tant que vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage, il avait le devoir de s'assurer que cette future mère était en bonne santé. « Je vais revenir pour toi », promit-il à la lynx en se relevant lentement avec le chiot enveloppé dans ses bras. « Ne t'inquiète pas. » Comme si elle avait compris, la lynx resta immobile, se contentant de suivre Marc du regard, tandis qu'il reculait prudemment. Une fois à bonne distance, il se retourna et courut vers son véhicule, tenant le chiot contre sa poitrine pour lui transmettre sa chaleur corporelle. Dans le bronco, il alluma le chauffage au maximum et plaça le chiot sur le siège passager, toujours enveloppé dans la couverture thermique. Un examen plus approfondi révéla un collier avec une médaille. « Buddy », lut-il à haute voix, « ferme Henderson, route 16. » Il connaissait bien les Henderson. Il avait soigné leur bétail à plusieurs reprises. D'une main, il composa leur numéro sur son téléphone portable, tout en conduisant prudemment sur le chemin forestier. « Karen, c'est Marc Leblanc. Je crois que j'ai retrouvé votre chien Buddy. » Il marqua une pause. « Oui, il est vivant, mais il a eu un accident. Je l'emmène à ma clinique. Pouvez-vous nous y rejoindre ? » « Non, ne vous inquiétez pas, il va s'en remettre. » «
Oui, à tout de suite. 15 minutes plus tard, il arrivait à la clinique vétérinaire de Pine Ridge. Emma, sa réceptionniste, écarquilla les yeux en voyant l'état du chiot. Mon Dieu, que s'est-il passé? Il est tombé dans la rivière. Prépare la salle de traitement. Hypothermie sévère. Possible pneumonie par aspiration d'eau. Il faut le réchauffer progressivement et lui administrer des antibiotiques. Alors qu'Emma prenait en charge Buddy, Mark se dirigea vers le placard où il conservait son équipement de capture. Je dois retourner sur le terrain immédiatement. Il y a un lynx roux enceinte que je dois examiner. Un lynx? S'étonna Emma. Tu ne devais pas chercher un renard blessé? Changement de programme? Ce lynx, tu ne me croirais pas si je te le racontais. Je serai de retour dans 1 heure ou 2. Les Henderson vont arriver pour Buddy. Explique-leur la situation, mais... Il hésita. Ne mentionne pas le lynx pour l'instant. Je veux d'abord comprendre ce qui s'est passé. Mark chargea rapidement une caisse de transport, des tranquillisants et divers équipements dans son véhicule. Son esprit scientifique cherchait des explications rationnelles à ce qu'il avait vu, mais aucune ne semblait pleinement satisfaisante. Un lynx sauvage qui sauve un chiot de la noyade défie tous les comportements connus de l'espèce. En retournant vers le site de la rencontre, Mark se demanda si la lynx serait encore là. Les prédateurs sauvages ne restent généralement pas au même endroit longtemps, surtout après une interaction avec un humain. Pourtant, à sa grande surprise, lorsqu'il atteignit la berge, la femelle lynx était toujours présente, couchée à l'endroit exact où il l'avait laissée. Elle leva la tête à son approche, ses oreilles pointant dans sa direction, mais sans montrer de signe d'agressivité. Mark s'arrêta à une distance respectueuse et l'observa attentivement. Elle semblait épuisée, sa respiration légèrement rapide pour un félin de sa taille. « Tu as fait un sacré effort pour sauver ce chiot, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Avec des gestes délibérément lents, Mark prépara le fusil à tranquillisant. Il détestait l'idée de stresser davantage l'animal, mais c'était la seule façon de l'examiner en toute sécurité. Il visa soigneusement et tira. Le dard toucha la cuisse de la lynx, qui sursauta, mais ne tenta pas de fuir. En quelques minutes, le sédatif fit effet, et elle s'affaissa doucement sur le sol. Mark s'approcha alors et procéda à un examen rapide. La lynx était déshydratée et légèrement sous-alimentée, mais globalement en bonne santé. Sa grossesse semblait se dérouler normalement. Il estima qu'elle portait 3 ou 4 petits et qu'elle accoucherait dans environ 3 semaines. Avec précaution, il transporta l'animal endormi jusqu'à la caisse, puis dans son véhicule. Sa décision était prise. Il allait garder la lynx en observation pendant quelques jours pour s'assurer qu'elle était suffisamment forte pour poursuivre sa grossesse dans la nature. Une intervention minimale, juste assez pour la remettre sur pied. De retour à la clinique, il découvrit que les Henderson étaient arrivés. Lily, la jeune fille, avait les yeux rougis d'avoir pleuré, mais son visage s'éclaira en voyant Buddy, maintenant réveillé et enveloppé dans des couvertures chaudes, une perfusion intraveineuse dans la patte. « Buddy !» s'écria-t-elle en se précipitant vers le box où reposait son animal. Karen et Thomas Henderson se tournèrent vers Mark, la gratitude évidente sur leur visage. « Comment l'avez-vous trouvé ?» demanda Thomas en serrant vigoureusement la main du vétérinaire. Mark hésita un instant. « C'est une histoire assez... inhabituelle. J'étais près de la rivière quand je l'ai aperçu sur la berge. Il avait visiblement été emporté par le courant. Ce n'était pas exactement un mensonge, mais Mark préférait garder pour lui l'intervention miraculeuse du lynx, du moins jusqu'à ce qu'il comprenne mieux ce qui s'était passé. Il a eu beaucoup de chance, ajouta Karen en caressant doucement la tête de Buddy. Le courant est si fort en ce moment avec la fonte des neiges. En effet, acquiesça Mark. Il souffre d'hypothermie et a probablement avalé un peu d'eau, mais il devrait s'en remettre complètement. Je voudrais le garder en observation cette nuit, pour être sûr.
Pendant que la famille remerciait Emma et s'occupait de Buddy, Mark se glissa discrètement dans l'arrière-salle où il avait installé la cage contenant la lynx toujours endormie. Il prépara rapidement un espace plus confortable, une grande cage d'hospitalisation équipée d'une couverture douce et d'un bol d'eau fraîche pour son réveil. Avec l'aide de son assistant vétérinaire, Miguel, qui venait d'arriver pour son service, Mark transféra doucement la lynx dans sa nouvelle installation temporaire. « Dio mio !» murmura Miguel en apercevant le ventre distendu du félin. « Elle est enceinte ?»« Oui, probablement 3 ou 4 chatons, à naître d'ici 3 semaines environ. »« Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu ne relâches pas habituellement les animaux sauvages dès que possible ?» Mark hésita, puis décida que Miguel méritait de connaître toute l'histoire. En quelques phrases, il lui raconta la scène extraordinaire dont il avait été témoin. Miguel le fixa avec incrédulité. Un lynx sauvage qui sauve un chien, c'est contre nature. Je sais, admit Mark. C'est pourquoi je veux la garder en observation quelques jours. Son comportement est tellement atypique qu'il pourrait indiquer un problème neurologique ou une autre condition médicale. Ou peut-être qu'elle est juste spéciale, suggéra Miguel avec un haussement d'épaule. Mark sourit légèrement. Peut-être. En attendant, ne parlons de ceci à personne pour le moment. Je ne veux pas que la nouvelle se répande avant que j'aie pu consulter mes collègues du département de conservation. Alors qu'ils terminaient d'installer la lynx, des gémissements attirèrent leur attention. Dans le box voisin, Buddy s'agitait dans son sommeil, ses pattes s'agitant comme s'il courait. « Il rêve », dit doucement Miguel. « Probablement de son aventure dans la rivière », répondit Mark. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le réveil de la lynx allait apporter son lot de surprises et remettre en question tout ce que Mark croyait savoir sur le comportement animal. La nuit était tombée sur Pine Ridge quand Mark termina enfin sa journée de travail. Les Henderson étaient repartis après avoir passé plusieurs heures au chevet de Buddy, rassurés par les progrès rapides du chiot. Emma avait également quitté la clinique, et seul Miguel restait pour surveiller les patients pendant quelques heures encore. « Je vais rester un peu plus longtemps », annonça Mark en se servant une tasse de café. « Je veux être là quand la lynx se réveillera. » Miguel hocha la tête. « Tu crois vraiment qu'elle a sauvé ce chien intentionnellement? Ce n'est pas juste une coïncidence que tu as mal interprétée ?»« J'ai vu ce que j'ai vu », répondit Mark fermement. Elle l'a tiré de l'eau et le réchauffait avec son corps. Ce n'était pas un comportement de prédation. Le vétérinaire s'installa sur une chaise près de la cage d'hospitalisation où reposait la lynx. L'animal commençait à montrer des signes de réveil, de légers mouvements de pattes, des contractions musculaires au niveau du visage. Mark avait délibérément utilisé une dose minimale de tranquillisant, juste assez pour la transporter en sécurité. Soudain, les yeux ambrés de la lynx s'ouvrirent. Contrairement à la panique habituelle des animaux sauvages se réveillant en captivité, son regard était étonnamment calme, presque lucide. Elle se redressa lentement, examinant son environnement avec une curiosité prudente. « Bonjour, toi », murmura Mark en gardant une distance respectueuse. La lynx tourna la tête vers lui, ses oreilles pointées en avant, un signe d'intérêt plutôt que de peur ou d'agressivité. Puis, dans un geste qui stupéfia Mark, elle émit un petit miaulement, presque comme une salutation. « Incroyable », souffla le vétérinaire. En 15 ans de pratique, il n'avait jamais vu un félin sauvage adulte s'adapter aussi rapidement à la présence humaine, surtout après une capture. Un gémissement aigu provenant du box voisin attira soudain l'attention de la lynx. Ses oreilles pivotèrent immédiatement dans cette direction, et elle se leva pour s'approcher des barreaux de sa cage, reniflant l'air avec insistance. « C'est Buddy », expliqua Mark, se sentant ridicule de parler ainsi à un animal sauvage. « Le chiot que tu as sauvé. » À sa grande stupéfaction, la lynx émit un nouveau miaulement, plus insistant cette fois, comme si elle répondait aux plaintes du chiot.
Elle commença à faire les 100 pas dans sa cage, visiblement agitée. Miguel, qui observait la scène depuis la porte, murmura « On dirait qu'elle s'inquiète pour lui ». Marc acquiesça lentement, son esprit scientifique luttant contre l'évidence qui se présentait à lui. « Je vais faire quelque chose qui va à l'encontre de tous les protocoles », annonça-t-il finalement. « Mais je dois comprendre ce qui se passe ici. » Avec précaution, il s'approcha du box où Buddy se reposait. Le chiot était maintenant réveillé, mais faible, tremblant légèrement malgré les couvertures chaudes. Marc le souleva délicatement, toujours relié à sa perfusion, et l'apporta près de la cage de la lynx, gardant toutefois une distance de sécurité. La réaction fut immédiate et stupéfiante. La lynx s'approcha de la paroi de sa cage le plus près possible du chiot, émettant un ronronnement doux. Buddy, reconnaissant apparemment son sauveur, tendit faiblement le museau dans sa direction, son corps se détendant visiblement. « Madre de Dios !» souffla Miguel. « C'est comme s'ils se connaissaient. » Marc resta silencieux, observant cette interaction improbable avec un mélange d'émerveillement et de curiosité scientifique. Tout son savoir sur le comportement animal était remis en question par ce simple échange. Après quelques minutes, il ramena Buddy à son box. Le chiot semblait plus calme, sa respiration plus régulière. Quant à la lynx, elle s'était allongée dans sa cage mais restait vigilante, son regard fixé dans la direction où le chiot avait disparu. « Je vais lui faire une prise de sang », décida Marc. « Je veux vérifier ses niveaux hormonaux, rechercher d'éventuelles pathologies qui pourraient expliquer ce comportement. » « Tu penses à une maladie ?» demanda Miguel. « Je ne sais pas », admit Marc. « Ce pourrait être un déséquilibre hormonal lié à sa grossesse, une toxoplasmose affectant son cerveau ou autre chose que nous ne comprenons pas encore. » Cette nuit-là, Marc dormit sur le canapé de son bureau, se réveillant régulièrement pour vérifier ses 2 patients exceptionnels. À chaque fois, il trouvait la lynx éveillée, attentive au moindre bruit venant du box de Buddy. Le chiot, quant à lui, se remettait remarquablement bien, sa température corporelle revenue à la normale et sa respiration régulière. Au petit matin, Emma fut accueillie par un Marc épuisé mais exalté, qui lui raconta toute l'histoire. La réceptionniste écouta avec un mélange de scepticisme et d'émerveillement. « Donc, si je comprends bien, » résuma-t-elle, « nous avons une lynx sauvage enceinte qui a sauvé un chiot de la noyade et maintenant elle s'inquiète pour lui comme s'il était son petit. » « C'est exactement ça, » confirma Marc, « et je n'ai aucune explication scientifique satisfaisante pour l'instant. » Le téléphone de la clinique interrompit leur conversation. C'était Karen Henderson qui appelait pour prendre des nouvelles de Buddy. Marc la rassura sur l'état du chiot, mentionnant qu'il pourrait probablement rentrer chez lui le lendemain, mais garda pour lui l'étrange connexion entre le chien et la lynx. Après avoir raccroché, Marc se tourna vers Emma. « Je dois contacter David au département de conservation. Cette situation dépasse mes compétences et je veux son avis avant de décider quoi faire de la lynx. » Le docteur David Chen était un biologiste spécialisé dans l'étude des félins sauvages du Minnesota. Collègue et ami de longue date de Marc, il était la personne idéale pour l'aider à comprendre ce phénomène. David arriva à la clinique en début d'après-midi, son visage trahissant son excitation malgré son professionnalisme. « Quand tu m'as parlé d'un comportement atypique chez un lynx, je ne m'attendais pas à ça, » admit-il après que Marc lui eut présenté ses observations et les vidéos qu'il avait enregistrées pendant la nuit. Les 2 scientifiques se tenaient maintenant devant la cage de la lynx, qui les observait calmement. « Elle est remarquablement détendue, » nota David. « Aucun signe de stress chronique ou de comportement stéréotypé typique des félins sauvages en captivité. » « C'est ce qui m'a frappé aussi, » acquiesça Marc, « et regarde sa réaction quand j'approche le chiot. » Il répéta l'expérience du soir précédent apportant Buddy près de la cage.
La lynx s'anima immédiatement, s'approchant des barreaux avec un intérêt manifeste, émettant ce même ronronnement doux. David secoua la tête, stupéfait. « J'ai étudié les lynx pendant 20 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. Cela va à l'encontre de tous leurs instincts territoriaux et prédateurs. »« J'ai fait des prélèvements sanguins, » indiqua Marc. « Les résultats devraient arriver demain. En attendant, qu'est-ce qu'on fait d'elle ?» David réfléchit un moment. Sa grossesse semble se dérouler normalement. Oui, d'après mon examen, 3 ou 4 petits, à naître dans environ 3 semaines. Dans ce cas, je pense qu'il faut la garder ici jusqu'à ce qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Si elle est relâchée maintenant et que son comportement est dû à une pathologie, elle pourrait se mettre en danger, elle et ses petits. Marc acquiesça, soulagé que son ami partage son opinion. Et pour le chiot, il sera bientôt prêt à rentrer chez lui. David observa l'interaction entre les deux animaux. C'est fascinant. Si je ne le voyais pas de mes propres yeux, je ne le croirais pas. Pour l'instant, documenter cette relation est notre priorité scientifique. Peut-être pourrais-tu convaincre les propriétaires de laisser le chien ici quelques jours de plus. Je vais essayer, promit Marc. L'après-midi même, les Henderson revinrent à la clinique pour visiter Buddy. Le chiot était maintenant suffisamment rétabli pour s'asseoir et remuer faiblement la queue à leur arrivée. Lily se précipita vers lui, les larmes aux yeux. « Il a l'air tellement mieux !» s'exclama Karen, visiblement soulagée. Marc saisit cette occasion. « Il récupère remarquablement bien, mais j'aimerais le garder en observation quelques jours de plus. Il a subi un traumatisme important, et je veux m'assurer qu'il n'y a pas de complications pulmonaires tardives. » Thomas Henderson fronça les sourcils. « Est-ce vraiment nécessaire? Il semble aller bien et Lily lui manque terriblement. » Marc hésita, puis décida de leur révéler une partie de la vérité. « En fait, il y a autre chose. La façon dont j'ai trouvé Buddy, ce n'était pas exactement comme je vous l'ai dit. » Il leur raconta alors comment un lynx avait sauvé leur chien de la noyade, omettant toutefois de mentionner la connexion étrange qui s'était développée entre les deux animaux. Les Henderson l'écoutèrent, bouche bée. « Un lynx sauvage a sauvé notre Buddy ?» répéta Thomas, incrédule. « Je sais que c'est difficile à croire, » admit Marc, « mais c'est la vérité. J'ai recueilli ce lynx, c'est une femelle enceinte, et je l'étudie pour comprendre ce comportement inhabituel. C'est pourquoi j'aimerais garder Buddy un peu plus longtemps. Sa présence pourrait nous aider à comprendre ce qui s'est passé. » Karen et Thomas échangèrent un regard, puis Karen acquiesça lentement. « Si cela peut aider votre recherche, et si cela ne pose pas de risque pour Buddy, je vous assure que votre chien est en sécurité, » affirma Marc, « et vous pourrez venir le voir tous les jours. » Alors que la famille quittait la clinique, David prit Marc à part. « Tu ne leur as pas tout dit. » Marc soupira. « Non, je ne leur ai pas parlé de la connexion entre les deux animaux. Ils me prendraient pour un fou. Ou pire, » ajouta David, « ils exigeraient que leur chien revienne immédiatement à la maison et nous perdrions une occasion unique d'étudier ce phénomène. » Les deux hommes retournèrent observer la lynx qui s'était allongée dans sa cage, son regard toujours dirigé vers le box où se trouvait Buddy. « Je propose qu'on lui donne un nom, » suggéra Marc. « Ça devient gênant de l'appeler la lynx tout le temps. » David sourit. « Pourquoi pas Naya? Dans certaines cultures amérindiennes, ce nom signifie « protectrice ». « Naya » répéta Marc, appréciant la sonorité. « Ça lui va bien. » Le lendemain matin, les résultats des analyses sanguines arrivèrent par email. Marc et David les étudièrent attentivement dans le bureau de la clinique. Ces niveaux d'ocytocine sont extraordinairement élevés, nota David en pointant une ligne du rapport. Bien au-delà de ce qu'on observe normalement chez les félins, même pendant la grossesse. L'ocytocine, souvent appelée hormone de l'attachement, jouait un rôle crucial dans les comportements maternels
et les liens sociaux chez de nombreuses espèces. Ça pourrait expliquer son comportement maternel envers Buddy, acquiesça Mark, mais pas pourquoi une lynx sauvage aurait des niveaux si élevés, ni pourquoi elle aurait choisi de sauver un chiot plutôt que de l'ignorer ou de le considérer comme une proie. Et il n'y a aucun signe de pathologie cérébrale ou d'infection qui pourrait altérer son comportement, ajouta David en parcourant le reste du rapport. Elle est en parfaite santé, hormis une légère malnutrition. Emma frappa à la porte du bureau, interrompant leur discussion. « Docteur Leblanc, il y a quelque chose que vous devriez voir. » Son ton urgent les fit immédiatement se lever et la suivre jusqu'à l'arrière de la clinique. Là, ils découvrirent Miguel accroupi devant la cage de Naya, son visage reflétant un mélange de stupéfaction et d'émerveillement. « J'ai pensé que je devrais sortir Buddy pour sa promenade matinale, » expliqua-t-il, et voilà ce qui s'est passé quand je l'ai approché de sa cage. La lynx était couchée contre les barreaux, aussi près que possible du chiot que Miguel tenait dans ses bras. Elle émettait un ronronnement continu, et Buddy, désormais beaucoup plus alerte qu'hier, gémissait doucement tout en essayant de lécher à travers les barreaux. « C'est incroyable, » murmura David. « On dirait qu'ils communiquent. » Mark observa attentivement la scène, une idée audacieuse germant dans son esprit. « Miguel, recule lentement avec Buddy. Voyons comment elle réagit. » À mesure que Miguel s'éloignait, Naya devenait visiblement agitée, suivant le mouvement jusqu'à l'extrémité de sa cage, émettant des miaulements plaintifs. « Maintenant, approche-toi à nouveau, » demanda Mark. Dès que Buddy fut à nouveau visible, la lynx se calma instantanément, reprenant son ronronnement. « Je pense que nous devrions tenter quelque chose, » déclara Mark. « C'est risqué et totalement contraire au protocole, mais je voudrais voir comment ils interagissent sans barrière. » David le dévisagea. « Tu veux mettre un prédateur sauvage et un chiot dans la même pièce? Mark, je comprends ton enthousiasme scientifique, mais c'est de la folie pure. » « Regarde-les, » insista Mark. « Ce n'est pas un comportement de prédation. Elle l'a sauvé, elle s'inquiète pour lui. Je pense que nous pouvons créer un environnement contrôlé où ils pourraient interagir en toute sécurité. » Après un long débat, ils parvinrent à un compromis. Ils aménageraient la plus grande salle d'examen de la clinique avec des mesures de sécurité strictes. Mark et David seraient présents avec des fusils à tranquillisants, Miguel filmerait tout et ils commenceraient par des contacts brefs et surveillés. 2 heures plus tard, tout était prêt. La salle avait été vidée de tout équipement superflu et un espace confortable avait été créé avec des couvertures et des coussins. Une barrière basse avait été installée au milieu de la pièce, permettant aux animaux de se voir et de se sentir, mais pas de se toucher complètement dans un premier temps. « On y va », annonça Mark après avoir vérifié une dernière fois que tout le monde était prêt. David ouvrit doucement la cage de Naya, s'attendant à ce qu'elle hésite ou se montre agressive. Au lieu de cela, la lynx sortit calmement et se dirigea directement vers la salle d'examen, comme si elle comprenait parfaitement ce qui se passait. « C'est déconcertant, » murmura David. « Elle se comporte presque comme un animal domestique. » Une fois Naya installée d'un côté de la barrière, Miguel apporta Buddy et le déposa doucement de l'autre côté. Ce qui se passa ensuite laissa les 4 humains présents sans voix. Naya et Buddy se précipitèrent vers la barrière, le chiot tentant de se faufiler dessous, tandis que la lynx tentait de l'atteindre par-dessus. Leurs mouvements n'avaient rien d'agressif, ils essayaient simplement de se rapprocher l'un de l'autre. « On dirait qu'ils se reconnaissent », murmura Emma, qui avait rejoint le groupe pour observer. « C'est plus que ça », corrigea David. « On dirait qu'ils s'apprécient. » Après quelques minutes d'observation, Mark prit une décision. « Je vais retirer la barrière. » Avant que quiconque puisse protester, il s'avança lentement et souleva la séparation. Buddy se précipita immédiatement vers Naya, qui l'accueillit en le léchant vigoureusement. Le chiot se blottit contre son flanc, exactement comme l'aurait fait un chaton.
et la lynx s'allongea en position protectrice autour de lui, son ronronnement emplissant la pièce. « Je n'aurais jamais cru voir ça de mon vivant », murmura David stupéfait. Un prédateur et une proie potentielle, créant ce qui ressemble à un lien maternel-filial. « Je pense que c'est exactement ce que c'est », confirma Mark. « Naya a adopté Buddy comme s'il était son propre petit. » Ils continuèrent à observer cette interaction improbable pendant près d'1 heure, prenant des notes détaillées et filmant chaque moment. Buddy s'endormit finalement, blotti contre le ventre de Naya, qui resta éveillée, vigilante, comme une mère veillant sur son petit. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Emma lorsqu'ils quittèrent finalement la salle, laissant les 2 animaux ensemble sous la surveillance de caméras. « Scientifiquement, c'est une découverte majeure, » répondit David. « Nous devons documenter, analyser, comprendre. » « Mais pratiquement, insista-t-elle. Mark soupira, passant une main dans ses cheveux. « Pratiquement, nous avons un problème. Buddy appartient aux Henderson. Ils vont vouloir le récupérer, et nous n'avons aucun droit de le garder indéfiniment. Et Naya est un animal sauvage, » ajouta David. « Elle doit retourner dans son habitat naturel avant la naissance de ses petits, pour leur donner les meilleures chances de survie. » « Mais les séparer maintenant, » commença Miguel. « Pourrait être traumatisant pour les 2, » compléta Mark. « Je sais. » Un silence pesant s'installa dans le bureau, chacun réfléchissant aux implications de cette situation sans précédent. Le téléphone interrompit leur réflexion. C'était Karen Henderson qui appelait pour prendre des nouvelles de Buddy et annoncer qu'il passerait le voir en fin d'après-midi. « Nous devons décider quoi leur dire, » déclara Mark après avoir raccroché. « Et vite. » David réfléchit un moment. « Soyons honnêtes, mais prudents. Expliquons-leur la situation scientifique exceptionnelle, l'importance de cette découverte. Demandons-leur quelques jours supplémentaires pour nos observations. »« Et s'ils refusent ?» demanda Emma. « Alors nous respecterons leur décision, » répondit Mark fermement. « Buddy est leur chien, pas notre sujet d'expérience. » Pendant ce temps, dans la salle d'examen transformée, Naya s'était légèrement déplacée pour trouver une position plus confortable, tout en gardant Buddy contre elle. Le chiot, profondément endormi, rêvait peut-être de sa terrifiante expérience dans la rivière, ou peut-être du réconfort inattendu qu'il avait trouvé auprès d'une créature que tout désignait comme son ennemi naturel. À l'extérieur de la clinique, la nouvelle commençait à se répandre. Un journaliste local avait entendu des rumeurs sur un sauvetage miraculeux impliquant un lynx et appelait pour obtenir une confirmation. Un collègue de l'université où David enseignait avait partagé l'information avec d'autres chercheurs et les demandes d'informations affluaient. « Nous devrions organiser une conférence de presse », suggéra David, « contrôler le narratif avant que les spéculations ne prennent le dessus. » « Pas avant d'avoir parlé aux Henderson, » insista Mark. « Ils doivent être les premiers à savoir exactement ce qui se passe ici. » À 16 heures, la famille Henderson arriva à la clinique. Lily bondit hors de la voiture, impatiente de retrouver son compagnon à 4 pattes. « Attendez » les arrêta Mark à l'entrée. « Avant d'aller voir Buddy, il y a quelque chose d'important que nous devons vous expliquer. » Il les conduisit dans son bureau où David attendait, des dossiers et une tablette contenant les vidéos prêts à être montrées. « Comme je vous l'ai dit hier, Buddy a été sauvé par un lynx femelle, » commença Mark. « Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que depuis, ces 2 animaux ont développé un lien extraordinaire. » Un silence stupéfait emplit le bureau de Mark après qu'il eut terminé son explication et montré les vidéos aux Henderson. Thomas avait les bras croisés, son visage passant de l'incrédulité à l'émerveillement. Karen gardait une main sur sa bouche, visiblement émue par les images de Buddy blotti contre la lynx. Quant à Lily, ses yeux brillaient d'une curiosité enfantine mêlée d'excitation. « C'est comme un conte de fées, » murmura finalement Karen. « C'est de la science, en fait.
corrigea doucement David, mais une science que nous ne comprenons pas encore complètement. Vous êtes en train de nous dire, résuma Thomas, que cette lynx sauvage considère maintenant notre chien comme son petit? Marc hocha la tête. C'est l'explication la plus plausible. Ces niveaux d'ocytocine, l'hormone qui favorise l'attachement maternel, sont extraordinairement élevés, et comme vous pouvez le voir, Buddy répond à cet attachement. Est-ce que c'est dangereux pour lui? Demanda Karen, l'inquiétude évidente dans sa voix. Jusqu'à présent, Naya n'a montré aucun comportement agressif envers lui, répondit Marc. Au contraire, elle est extrêmement protectrice. Mais il faut comprendre que c'est un phénomène sans précédent. Nous naviguons en territoire inconnu. Pouvons-nous les voir? Demanda soudainement Lily, prenant la parole pour la première fois. Les adultes échangèrent des regards hésitants. Je pense que c'est possible, dit finalement Marc. Mais à travers la vitre d'observation pour commencer. Naya reste un animal sauvage, et nous devons être prudents. Ils conduisirent la famille jusqu'à la salle d'observation adjacente à la pièce où se trouvaient les deux animaux. À travers la vitre, ils pouvaient voir Naya allongée sur les couvertures, Buddy toujours blotti contre elle, ses petites pattes tressaillant légèrement dans son sommeil. « Oh !» souffla Lily, pressant ses mains contre la vitre. On dirait qu'elle le protège. « C'est exactement ce qu'elle fait », confirma David. Elle a développé un instinct maternel envers lui. Thomas observait la scène avec une expression complexe. Qu'est-ce que ça signifie pour Buddy? Pour nous? Il est censé rentrer à la maison, c'est notre chien. Marc et David échangèrent un regard, puis Marc prit une profonde inspiration. C'est pourquoi nous voulions vous parler. D'un point de vue scientifique, cette situation est une opportunité d'étude sans précédent. Nous aimerions pouvoir continuer à observer cette relation pendant quelques jours supplémentaires. Et du point de vue du bien-être animal, demanda Karen, perspicace. Marc hésita avant de répondre honnêtement. Nous craignons que les séparer brusquement puisse être traumatisant, tant pour Buddy que pour Naya. Un silence tendu s'installa, rompu seulement par la voix de Lily. « Maman, papa, Buddy a l'air si heureux là-dedans. Peut-être qu'il a besoin de rester un peu avec sa nouvelle amie. » Thomas posa une main sur l'épaule de sa fille. « Ce n'est pas aussi simple, ma chérie. Buddy est notre chien. Il appartient à notre famille. » Mais la lynx l'a sauvé, insista Lily avec la logique implacable des enfants. Si elle n'avait pas été là, Buddy serait mort dans la rivière. On lui doit quelque chose, non? Karen et Thomas échangèrent un regard, une conversation silencieuse passant entre eux. Finalement, Karen se tourna vers Marc. « Combien de temps auriez-vous besoin? »« 1 semaine, idéalement, » répondit Marc, soulagé qu'ils envisagent cette possibilité. Cela nous permettrait de documenter leur interaction et de mieux comprendre ce phénomène unique. « Et ensuite, » demanda Thomas, « qu'est-ce qui se passe après cette semaine ?» C'était la question que Marc redoutait. Honnêtement, nous n'en sommes pas certains. Naya est enceinte et devrait mettre bas dans 2 à 3 semaines. Dans des circonstances normales, nous la relâcherions avant l'accouchement pour qu'elle puisse élever ses petits dans la nature. Et maintenant, ce ne sont plus des circonstances normales, compléta David. Sa connexion avec Buddy complique la situation. Les Henderson restèrent silencieux, digérant ces informations. À travers la vitre, ils observaient Buddy qui s'était réveillé et jouait doucement avec la queue touffue de Naya, le lynx le regardant avec ce qui ressemblait étrangement à de l'affection. « 1 semaine, » décida finalement Thomas. « Nous vous accordons 1 semaine pour vos observations, mais ensuite, nous devrons trouver une solution qui respecte les besoins de tous, y compris les nôtres et ceux de Lily. » « C'est parfaitement compréhensible, » acquiesça Marc soulagé. « Et nous vous tiendrons informés quotidiennement des progrès. » Après le départ des Henderson, Marc et David se retrouvèrent dans le bureau pour réévaluer la situation. « 1 semaine, c'est court, » commenta David en consultant ses notes. « Mais c'est mieux que rien. Le problème reste entier.
soupira Marc. Que faire après cette semaine? Naya est un animal sauvage qui devrait retourner dans son habitat naturel, surtout avec des petits à naître. Mais maintenant, elle a créé un lien avec un animal domestique, compléta David. Un lien que nous ne comprenons pas encore totalement. La nouvelle de cette relation extraordinaire ne resta pas confinée longtemps à la clinique. Dès le lendemain matin, plusieurs journalistes locaux se rassemblaient devant l'établissement, attirés par les rumeurs d'une histoire insolite impliquant un lynx et un chiot. Le téléphone n'arrête pas de sonner, annonça Emma en entrant dans la salle d'examen où Marc et David observaient Naya et Buddy. National Geographic, BBC Wildlife, même CNN. Ils veulent tous des informations, des interviews, des images. Marc passa une main fatiguée sur son visage. On devrait organiser cette conférence de presse dont tu parlais, David, mais de façon contrôlée, avec des informations précises pour éviter la sensationnalisation. Bonne idée, approuva David. Et nous devrions aussi contacter l'université et le département de conservation. Cette découverte mérite une documentation scientifique rigoureuse. Pendant ce temps, Naya et Buddy avaient établi une routine remarquablement harmonieuse. Le chiot, désormais complètement remis de son expérience traumatisante, débordait d'énergie, incitant parfois la lynx à jouer avec lui. Naya, malgré sa grossesse avancée, se prêtait au jeu avec une patience surprenante, tout en imposant des limites claires lorsque Buddy devenait trop turbulent. « On dirait qu'elle l'éduque », remarqua Miguel ce jour-là, observant comment Naya avait doucement mais fermement immobilisé Buddy quand celui-ci était devenu trop excité. « C'est exactement ce qu'elle fait », confirma David. « Elle lui enseigne les comportements appropriés, comme elle le ferait avec ses propres petits. » La conférence de presse fut organisée pour le lendemain après-midi. Marc et David, soutenus par le directeur du département de biologie de l'université et un représentant du service de conservation de la faune, présentèrent soigneusement les faits, soulignant à la fois l'aspect scientifique exceptionnel de cette découverte et les questions éthiques qu'elle soulevait. Ce que nous observons défie notre compréhension traditionnelle du comportement animal, expliqua David aux caméras. Il ne s'agit pas d'anthropomorphisme ou de projection de sentiments humains. Nous avons des données biologiques concrètes, niveaux hormonaux, comportements observables, interactions systématiques, qui indiquent un véritable lien interespèce d'une nature que nous n'avions jamais documentée auparavant. Les questions fusèrent. Était-ce un cas unique ou le signe d'une intelligence émotionnelle insoupçonnée chez les prédateurs sauvages? Que se passerait-il lorsque Naya mettrait bas? Le chiot resterait-il avec la lynx ou retournerait-il chez ses propriétaires? À cette dernière question, Marc répondit prudemment. Nous travaillons en étroite collaboration avec la famille du chiot pour déterminer la meilleure solution pour tous les animaux concernés. Notre priorité reste leur bien-être. Mais en privé, cette question le tourmentait de plus en plus. 3 jours s'étaient déjà écoulés depuis la visite des Henderson. La semaine accordée passerait vite et aucune solution évidente ne se présentait. Le 4e jour apporta un nouveau développement. Marc remarqua que Naya devenait de plus en plus agitée, grattant les couvertures et réarrangeant constamment son espace de repos. Elle commence à préparer son nid, expliqua-t-il à David. C'est un comportement typique des félins qui approchent de la mise bas. Si tôt, s'étonna David. Je croyais qu'il lui restait 2 à 3 semaines. Marc hocha la tête, préoccupé. C'est ce que j'avais estimé d'après son examen initial. Mais le stress de la capture, le changement d'environnement, ces facteurs peuvent parfois accélérer le processus. Cette nouvelle ajoutait une urgence supplémentaire à leur dilemme. Si Naya devait mettre bas plus tôt que prévu, cela changerait complètement la dynamique de la situation. Nous devrions en informer les Henderson, décida Marc. Ils doivent comprendre que la situation évolue. Cette nuit-là, Marc resta à la clinique, dormant sur le canapé de son bureau, réveillé toutes les heures pour vérifier l'état de Naya.
Vers 3 heures du matin, il la trouva particulièrement agitée, sa respiration plus rapide, ses mouvements plus nerveux. « Ça commence », murmura-t-il pour lui-même, à la fois excité et anxieux. Ce qu'il observa ensuite le stupéfia. Buddy, sentant apparemment la détresse de Naya, s'était positionné près d'elle, léchant doucement son museau et ses oreilles, dans un geste qui semblait clairement destiné à la réconforter. Et plus étonnante encore, la lynx acceptait cette attention, semblant même s'apaiser sous les attentions du chiot. Mark appela immédiatement David. « Tu dois venir tout de suite. Je crois que Naya est en train d'entrer en travail et Buddy agit comme un soutien émotionnel. » David arriva à la clinique en un temps record, les cheveux en bataille et une veste jetée hâtivement sur son pyjama. Mark l'accueillit à la porte et le conduisit immédiatement à la salle d'observation. « Incroyable !» murmura David en regardant à travers la vitre. Naya était allongée sur le côté, son flanc se soulevant rapidement au rythme de sa respiration laborieuse. Buddy, quant à lui, s'était positionné près de sa tête, léchant occasionnellement son museau et ses oreilles, s'arrêtant uniquement lorsque la lynx était secouée par une contraction particulièrement forte. C'est exactement le comportement qu'on observerait chez les félins vivant en groupe, commenta David, fasciné. Les femelles d'une même colonie s'entraident parfois pendant l'accouchement, mais les lynx sont des animaux solitaires et voir un chien adopter ce rôle, c'est sans précédent, compléta Mark. Je pense qu'on devrait entrer. Elle pourrait avoir besoin d'assistance vétérinaire. Avec une extrême prudence, ils pénétrèrent dans la salle. Naya leva brièvement la tête à leur entrée, mais semblait trop préoccupée par le travail pour s'inquiéter de leur présence. Buddy, en revanche, leur jeta un regard presque accusateur, comme s'il leur reprochait de déranger Naya dans ce moment crucial. « On dirait qu'il est devenu son protecteur », chuchota David, stupéfait par ce renversement de rôle. Mark s'approcha lentement et s'agenouilla à distance respectueuse. Son œil expert évalua la situation. « La première phase du travail est bien engagée. Je vois déjà la poche amniotique. » Pendant les 2 heures qui suivirent, ils assistèrent à un spectacle à la fois naturel et extraordinaire. Naya donna naissance à son premier chaton à 5h17 du matin. Une minuscule créature aveugle et sourde, pas plus grande qu'une souris, au pelage humide et collant. Avec des gestes instinctifs, la lynx déchira la membrane fœtale et commença à lécher vigoureusement le nouveau-né pour stimuler sa respiration. Ce qui stupéfia Mark et David fut la réaction de Buddy. Le chiot, loin d'être perturbé ou jaloux, observait le processus avec une attention soutenue. Lorsque Naya fut momentanément distraite par une nouvelle contraction, Buddy s'approcha doucement du chaton et commença à le lécher délicatement, imitant parfaitement le comportement de la lynx. « Il aide à la mise basse », souffla David, incrédule. Il a compris ce qu'il fallait faire. À 6h43, le 2e chaton arriva, suivi du 3e à 7h09. Chaque fois, le même schéma se répétait. Naya s'occupait principalement du nouveau-né, mais Buddy participait activement, léchant, nettoyant, semblant comprendre intuitivement son rôle dans ce moment crucial. Une fois le dernier chaton né, Naya rassembla ses 3 petits contre son ventre, les guidant vers ses mamelles. Elle semblait épuisée mais vigilante, ses yeux ambrés suivant chaque mouvement dans la pièce. 3 chatons en bonne santé, annonça Mark après un examen visuel attentif. 2 femelles et un mâle, d'après ce que je peux voir. Buddy s'était couché en demi-cercle autour de Naya et des chatons, complétant le tableau d'une famille improbable mais indéniablement unie. « Que fait-on maintenant ?» demanda David, la voix basse pour ne pas perturber la scène paisible. Mark secoua la tête, dépassé par l'ampleur de ce qu'il venait d'observer. « Pour l'instant, on les laisse tranquilles. Naya a besoin de repos et les chatons doivent téter. On documentera tout plus tard. » Ils quittèrent silencieusement la pièce,
laissant la porte entr'ouverte pour pouvoir vérifier régulièrement. Dans le couloir, ils trouvèrent Emma et Miguel qui les attendaient anxieusement. « Alors ?» demanda Emma. « 3 chatons, » répondit Marc avec un sourire fatigué. « Et vous ne croirez jamais ce qui s'est passé. » Il leur raconta le rôle extraordinaire que Buddy avait joué pendant l'accouchement, comment le chiot avait semblé comprendre instinctivement ce qui était nécessaire. « C'est comme s'il avait toujours fait partie de leur espèce, » conclut-il. « Je n'ai jamais rien vu de tel en 20 ans de médecine vétérinaire. » « Qu'est-ce que ça signifie pour la suite ?» demanda Miguel, exprimant la question qui préoccupait tout le monde. Marc et David échangèrent un regard. « C'est là que ça se complique », admit Marc. « Les Henderson s'attendent à récupérer Buddy dans 3 jours. Mais maintenant, il fait partie d'une famille, » compléta David. « Une famille très inhabituelle, certes, mais une famille néanmoins. » La nouvelle de la naissance se répandit rapidement. Avant midi, une petite foule de journalistes s'était rassemblée devant la clinique et les appels téléphoniques étaient si nombreux qu'Emma avait dû débrancher temporairement le standard. Marc décida qu'il était temps d'informer les Henderson. La conversation téléphonique fut brève mais intense. Quand il raccrocha Naya, il annonça « Ils arrivent dans 1 heure. Ils veulent voir par eux-mêmes. » La famille arriva exactement comme prévu, Lily trépignant d'excitation à l'idée de voir les bébés lynx. Marc les conduisit à la salle d'observation, leur recommandant de rester calmes et silencieux. À travers la vitre, ils contemplèrent le tableau attendrissant. Naya allongée sur le côté, ses 3 chatons minuscules blottis contre son ventre, et Buddy, couché tout contre elle, son museau reposant délicatement sur la patte de la lynx. « Oh » souffla Lily, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Ils sont comme une vraie famille. » Karen essuya discrètement une larme, tandis que Thomas restait silencieux, visiblement troublé par ce qu'il voyait. « C'est extraordinaire » murmura finalement Karen. Buddy a l'air si à sa place. Marc acquiesça, choisissant soigneusement ses mots. Ce que nous observons ici est scientifiquement révolutionnaire. Buddy a activement participé à la mise bas cette nuit, assistant Naya comme l'aurait fait un autre félin. Il a fait quoi ? S'exclama Thomas, stupéfait. David intervint, expliquant en termes simples mais précis le comportement remarquable que le chiot avait manifesté pendant l'accouchement et comment il continuait à participer aux soins des chatons. C'est comme s'il savait exactement quoi faire, conclut-il, comme si quelque instinct profondément enfoui s'était réveillé en lui. Un silence contemplatif s'installa, tous observant la scène paisible à travers la vitre. Ce fut Lily qui posa finalement la question que tous redoutaient. « Est-ce que Buddy doit toujours rentrer à la maison avec nous ?» Thomas s'agenouilla pour se mettre à hauteur de sa fille. « C'est notre chien, ma chérie. Il fait partie de notre famille. » « Mais maintenant, il fait aussi partie de leur famille, » répondit Lily avec une logique implacable. « Regarde comme il est heureux avec eux. » Karen posa une main sur l'épaule de son mari. « Peut-être devrions-nous discuter de cela en privé. » Marc les conduisit dans son bureau où une conversation difficile s'engagea. Les émotions étaient à fleur de peau. L'amour de la famille pour leur animal, la fascination scientifique de Marc et David, et au milieu de tout cela, le bien-être de Buddy, Naya et des 3 chatons nouveau-nés. « Je comprends votre attachement à Buddy », dit doucement Marc, « mais nous faisons face à une situation sans précédent. Ces prochaines semaines sont cruciales pour la survie des chatons. Naya est une excellente mère, mais elle est en captivité, dans un environnement qui n'est pas naturel pour elle. » « Et vous pensez que Buddy l'aide à s'adapter ?» demanda Karen. « Exactement, » confirma David. « Il joue un rôle que nous ne comprenons pas encore totalement, mais qui semble bénéfique pour toute cette famille improvisée. » Thomas resta silencieux un moment, puis demanda « Et à long terme, qu'est-ce que vous suggérez ? Que notre chien vive avec une lynx sauvage pour toujours ?
C'était la question que tout le monde évitait, car personne n'avait de réponse satisfaisante. « Nous n'en sommes pas encore là », répondit prudemment Mark. « Pour l'instant, nous vous demandons de considérer une extension de notre accord. Laissez Buddy ici pendant les premières semaines critiques de la vie des chatons. » « Et ensuite ?» insista Thomas. Mark soupira. « Honnêtement, je ne sais pas. Nous naviguons en territoire inconnu. Mais je vous promets que nous prendrons en compte le bien-être de Buddy autant que celui de Naya et de ses petits. » Karen et Thomas échangèrent un long regard, communiquant silencieusement comme seuls les couples de longue date savent le faire. « 2 semaines, déclara finalement Thomas. Nous vous accordons 2 semaines supplémentaires. Ensuite, nous réévaluerons la situation. » Tandis que la famille quittait la clinique, Lily jeta un dernier regard vers la salle où se trouvait Buddy. « Prends bien soin des bébés, » murmura-t-elle, comme si son chien pouvait l'entendre à travers les murs. Dans les jours qui suivirent, Mark et David documentèrent méthodiquement chaque aspect de cette cohabitation extraordinaire. Les chatons grandissaient rapidement, leurs yeux toujours fermés, entièrement dépendants de leur mère. Naya se révélait être une mère attentive et protectrice, mais ce qui fascinait les chercheurs était le rôle que Buddy continuait à jouer. Le chiot restait constamment proche de la petite famille, léchant régulièrement les chatons pour stimuler leurs fonctions corporelles, un comportement essentiel que les mères félins accomplissent habituellement seules. Quand Naya quittait brièvement le nid pour se nourrir ou faire ses besoins, Buddy prenait la relève, se couchant contre les chatons pour maintenir leur température corporelle. « Il agit comme un père », observa Miguel le 5e jour après la naissance, ou plutôt comme une seconde mère. Mark acquiesça, toujours stupéfait par ce qu'il observait. Le plus étonnant, c'est que Naya lui fait entièrement confiance. Les lynx femelles sont généralement extrêmement protectrices et ne laisseraient jamais un autre animal approcher leurs petits. La nouvelle de cette famille inhabituelle avait maintenant fait le tour du monde. Des équipes de télévision campaient devant la clinique. Des scientifiques de renommée internationale appelaient pour proposer leur expertise. Et les réseaux sociaux s'enflammaient avec des théories allant du scientifiquement plausible au complètement fantaisiste. Au 10e jour après la naissance, un événement majeur se produisit. Les yeux des chatons commencèrent à s'ouvrir. Mark et David, qui partageaient désormais leur temps entre l'observation, la documentation et les innombrables demandes des médias, étaient présents pour ce moment crucial. « C'est fascinant », murmura David en observant le chaton mâle que l'équipe avait surnommé Léo. « Regardez comment il fixe Buddy, c'est généralement à ce stade que les jeunes félins commencent à imprégner l'image de leur mère. Tu penses qu'il pourrait imprégner Buddy comme figure parentale secondaire ?» demanda Mark, prenant des notes détaillées. « C'est possible. L'imprégnation est un processus complexe, mais ces chatons sont exposés à 2 figures parentales depuis leur naissance, leur mère biologique et un chien qui se comporte comme un parent adoptif. C'est un cas d'étude absolument unique. » Au cours des jours suivants, cette théorie sembla se confirmer. Les 3 chatons, Léo, Luna et Stella, comme les avait baptisés l'équipe, réagissaient aussi bien à la présence de Buddy qu'à celle de leur mère. Ils émettaient les mêmes petits miaulements plaintifs quand le chiot s'éloignait que lorsque Naya quittait temporairement le nid. La salle d'examen transformée en habitat avait été agrandie pour offrir plus d'espace à la famille en expansion. Mark avait fait installer des plateformes et des branches, recréant un environnement plus naturel pour les félins. Chaque jour, l'équipe documentait méticuleusement le développement des chatons et leurs interactions avec Buddy. Les implications pour la recherche sur le comportement animal sont immenses, expliqua David lors d'une visioconférence avec des collègues de l'université. Nous observons un dépassement des barrières instinctives entre espèces qui sont normalement en relation prédateur-proie. Cela remet en question nos théories sur l'imprinting, la socialisation
et les comportements innés versus acquis. Pendant ce temps, Miguel avait remarqué quelque chose d'intéressant dans le comportement alimentaire. Naya semble vouloir partager sa nourriture avec Buddy, rapporta-t-il. Elle pousse systématiquement une partie de sa viande vers lui, même s'il ne la mange pas. C'est un comportement de partage typique des félins envers leurs petits ou leurs partenaires de meute, confirma Mark. Elle le considère vraiment comme faisant partie de sa famille. Au 15e jour, Mark confronta l'équipe à une réalité qu'ils avaient tous évitée. Les Henderson reviendront dans 3 jours pour réévaluer la situation. Nous devons élaborer un plan concret. Une réunion fut organisée dans la salle de conférence de la clinique. Emma avait préparé un dossier complet sur le développement des chatons et le comportement de Buddy, tandis que David avait élaboré plusieurs scénarios possibles pour l'avenir. « Voici les options que j'envisage », commença-t-il en distribuant des documents. Premièrement, nous pourrions rendre Buddy à sa famille et observer comment Naya et les chatons s'adaptent à son absence. C'est l'option la plus simple juridiquement, mais potentiellement traumatisante pour tous les animaux concernés. Mark grimaça à cette idée mais fit signe à David de continuer. Deuxièmement, nous pourrions proposer aux Henderson de laisser Buddy à la clinique jusqu'au sevrage complet des chatons, soit environ 8 à 10 semaines. C'est un compromis qui permettrait aux chatons de se développer normalement avant une séparation. « Et la troisième option ?» demanda Emma. David hésita. « C'est plus compliqué. Nous pourrions envisager de créer un habitat spécial où cette famille inhabituelle pourrait rester ensemble. Cela impliquerait de convaincre les Henderson de renoncer à leur droit de propriété sur Buddy ou d'établir un arrangement de garde partagé. » Un silence pesant s'installa dans la salle. « Il y a une 4e option, » intervint Miguel. « Relâcher Naya et ses petits dans la nature, comme prévu initialement, avec Buddy. » Mark secoua vigoureusement la tête. « C'est hors de question. Buddy est un chien domestique, il ne survivrait pas dans la nature. Et même s'il survivait d'une manière ou d'une autre, ce serait terriblement irresponsable d'introduire un chien domestique dans un écosystème sauvage. Sans compter les implications légales, ajouta Emma. Buddy appartient légalement aux Henderson. Nous ne pouvons pas simplement décider de le rendre à la nature avec Naya. La discussion se poursuivit pendant des heures, chacun pesant les avantages et inconvénients de chaque option. Au final, ils s'accordèrent sur une approche, présenter honnêtement toutes les options aux Henderson avec les données scientifiques à l'appui et les impliquer dans la décision finale. Avant la visite des Henderson, Mark voulut réaliser une expérience cruciale. Avec l'aide de David, ils créèrent un espace adjacent à la salle principale, séparé par une vitre transparente et une porte coulissante. Nous devons voir comment Naya et les chatons réagissent quand Buddy est temporairement séparé d'eux, expliqua-t-il. Cela nous donnera des indications sur l'impact qu'aurait une séparation permanente. L'expérience fut menée avec précaution. Buddy fut attiré dans la pièce adjacente avec de la nourriture, puis la porte fut doucement fermée, le laissant visible mais inaccessible pour Naya et les chatons. La réaction fut immédiate et bouleversante. Naya se mit à faire les 100 pas devant la vitre, émettant des miaulements de détresse. Les chatons, bien que limités dans leurs mouvements, commencèrent à émettre des cris plaintifs. Buddy lui-même semblait profondément perturbé, grattant la vitre et gémissant. « C'est suffisant », décida Mark après seulement 10 minutes, incapable de supporter davantage la détresse évidente des animaux. Dès que la porte fut rouverte, Buddy se précipita vers la famille, et Naya l'accueillit en le léchant vigoureusement. Les chatons, encore maladroits sur leurs pattes, tentèrent de se traîner vers lui, émettant de petits miaulements qui semblaient exprimer leur soulagement. « Je crois que nous avons notre réponse », murmura David, ému malgré son professionnalisme. Une séparation brutale serait traumatisante pour tous. Le jour suivant, les Henderson arrivèrent à la clinique. Thomas avait l'air sombre, Karen semblait anxieuse,
Et Lily? Lily serrait contre elle un album photo et une petite boîte. Marc les accueillit et les conduisit dans la salle de conférence où David, Emma et Miguel les attendaient. Pendant près d'1 heure, ils présentèrent leurs observations, montrant des vidéos du comportement de Buddy avec les chatons, expliquant le lien extraordinaire qui s'était développé et détaillant les résultats de leur expérience de séparation temporaire. « Nous comprenons que c'est une situation extrêmement difficile pour vous, » conclut Marc. « Buddy est votre chien, votre compagnon, mais il est aussi devenu, de façon totalement inattendue, une figure parentale cruciale pour ces chatons. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Finalement, Lily prit la parole, surprenant tous les adultes. « J'ai apporté des choses pour Buddy, » dit-elle doucement, ouvrant la boîte qu'elle tenait. Elle en sortit la peluche préférée du chiot, son collier et quelques jouets. Pour qu'il ait des choses de la maison avec lui. Karen posa une main sur l'épaule de sa fille, les larmes aux yeux. « Lily et nous avons beaucoup parlé ces derniers jours. Nous avons regardé ensemble toutes les vidéos que vous avez partagées, et... » Elle s'interrompit, émue. Thomas prit le relais, sa voix grave mais résolue. « Nous pensons que Buddy a trouvé sa vocation. Ce qu'il fait ici, c'est extraordinaire, plus important que notre désir de l'avoir à la maison. » Marc et son équipe échangèrent des regards stupéfaits. Était-il en train de suggérer « Nous aimerions proposer un arrangement », continua Thomas. « Buddy resterait ici jusqu'au sevrage complet des chatons. Ensuite, nous réévaluerons la situation, mais avec l'idée que, peut-être, un arrangement permanent pourrait être trouvé. »« Vous envisageriez de renoncer à Buddy ?» demanda Marc, abasourdi par ce développement inattendu. « Pas exactement, » précisa Karen. « Nous envisageons une sorte de garde partagée, si c'est possible. Buddy resterait principalement avec Naya et les chatons, mais nous pourrions lui rendre visite régulièrement, peut-être même l'emmener occasionnellement à la maison pour de courtes périodes. » David se pencha en avant, intrigué. « C'est une proposition fascinante. Cela pourrait effectivement fonctionner, une fois les chatons suffisamment développés. Les lynx adultes tolèrent des séparations temporaires dans la nature. Nous devons penser à l'avenir à long terme, » intervint Marc. « Naya est un animal sauvage. Elle et ses petits devraient théoriquement retourner dans la nature. »« Pas nécessairement, » objecta David. « Compte tenu des circonstances exceptionnelles, le département de conservation pourrait autoriser leur maintien en captivité dans un cadre éducatif et scientifique. Ce cas est sans précédent, et les connaissances que nous pourrions continuer à acquérir justifieraient cette exception. » Les discussions se poursuivirent, explorant toutes les implications de cette proposition inattendue. À la fin de la journée, un accord préliminaire fut établi. Buddy resterait à la clinique jusqu'au sevrage des chatons. Entre-temps, Marc et David travailleraient avec le département de conservation pour concevoir un habitat permanent adapté à cette famille extraordinaire, tandis que les Henderson pourraient rendre visite régulièrement à leurs chiens. Avant de partir, Lily demanda à voir Buddy et les chatons. À travers la vitre d'observation, elle contempla son ami à 4 pattes, entouré de sa nouvelle famille. « Tu es un héros, Buddy, » murmura-t-elle, pressant sa main contre la vitre. « Tu prends soin d'eux comme tu prenais soin de moi. » Les semaines suivantes virent une évolution rapide des chatons. À 4 semaines, ils étaient devenus de petites boules d'énergie, explorant leur environnement avec une curiosité insatiable. Leurs yeux, désormais complètement ouverts, arboraient cette teinte bleue caractéristique des jeunes félins qui se transformeraient progressivement en ambre doré. Luna, la plus aventureuse des trois, fut la première à tenter de grimper sur le dos de Buddy, s'accrochant maladroitement à son pelage, tandis que le chien restait parfaitement immobile, comme s'il comprenait l'importance de cette étape dans son développement. Stella, plus réservée, préférait rester près de Naya, mais manifestait une fascination évidente pour les oreilles de Buddy, qu'elle tentait régulièrement d'attraper lors de ses jeux. Quant à Léo, il semblait avoir développé un comportement d'imitation
essayant de reproduire la façon dont Buddy se couchait ou s'asseyait. « C'est remarquable », commenta le docteur Elena Rodriguez, primatologue de renommée internationale que David avait invité à observer la famille. « Nous savons que les grands singes peuvent apprendre par imitation, mais voir un jeune lynx tenter de reproduire les comportements d'un chien, c'est un niveau d'apprentissage interespèce que je n'aurais jamais cru possible. » La vidéo de Léo tentant maladroitement de s'asseoir comme Buddy, sa petite queue touffue battant l'air pour maintenir son équilibre précaire, devint virale en quelques heures, attirant une nouvelle vague d'attention médiatique sur la clinique. Cette notoriété croissante apportait à la fois des opportunités et des défis. D'un côté, les donations affluaient, permettant à Marc d'envisager sérieusement la construction d'un habitat permanent. De l'autre, la pression constante des médias et du public commençait à peser sur l'équipe. « Nous devons limiter les perturbations », insista Marc lors d'une réunion avec l'équipe élargie qui comprenait désormais plusieurs chercheurs associés. « Ces animaux ne sont pas des attractions de zoo. Notre priorité reste leur bien-être et notre recherche scientifique. » Un système de visite très encadré fut mis en place. Les Henderson venaient 3 fois par semaine et Lily avait développé une relation particulière avec les chatons qui semblèrent la reconnaître et l'accepter comme une extension de leur famille élargie. « Ils me considèrent comme la grand-mère », plaisantait-elle un jour, alors que Léo s'était endormi sur ses genoux pendant qu'elle lisait tranquillement dans un coin de la salle. L'approche du sevrage, vers la 6e semaine, apporta de nouveaux défis. Naya commença naturellement à repousser les chatons lorsqu'ils tentèrent de téter, les encourageant à consommer la nourriture solide que Marc et son équipe préparaient soigneusement. Un mélange de viande crue adapté aux besoins nutritionnels des jeunes lynx. Ce qui surprit tous les observateurs fut le rôle que Buddy joua dans cette transition. Le chien semblait comprendre l'importance de ce changement d'alimentation. Quand Naya repoussait les chatons, il les guidait doucement vers les bols de nourriture, allant parfois jusqu'à prendre délicatement un morceau de viande dans sa gueule pour le déposer devant un chaton récalcitrant. Il reproduit le comportement des parents canins qui régurgitent la nourriture pour leurs petits, expliqua David lors d'une conférence donnée à l'université. Sauf qu'il l'adapte à des félins, montrant une flexibilité comportementale extraordinaire. Pendant ce temps, le projet d'habitat permanent prenait forme. Marc avait obtenu un financement substantiel de plusieurs fondations scientifiques et de conservation, ainsi qu'un terrain adjacent à la clinique, généreusement donné par la municipalité de Pine Ridge, désormais fier de son statut de berceau d'une découverte scientifique révolutionnaire. Les plans, élaborés avec l'aide d'experts en comportement animal, prévoyait un espace semi-naturel de près d'1 hectare, comprenant des zones boisées, des rochers, un petit étang et plusieurs structures d'enrichissement. Une partie serait accessible au public via des observatoires discrets, permettant des visites éducatives sans perturber les animaux. Ce sera un compromis idéal entre un habitat naturel et un environnement contrôlé, expliqua Marc aux Henderson lors de leur visite hebdomadaire. Les lynx auront l'espace dont ils ont besoin pour développer leur comportement naturel, mais Buddy pourra toujours faire partie de leur vie. « Et nous pourrons toujours voir Buddy ?» demanda anxieusement Lily. « Bien sûr », la rassura Marc. « Nous prévoyons même un petit chalet pour les gardiens où vous pourriez passer des week-ends entiers si vous le souhaitez. » Thomas, qui avait initialement été le plus réticent à l'idée de partager leur chien, s'était progressivement réchauffé au projet. Sa formation d'ingénieur l'avait même conduit à proposer plusieurs améliorations au plan de l'habitat. « J'ai pensé à un système de portes et de passages qui permettrait à Buddy de circuler librement entre différentes zones, tout en limitant l'accès des lynx à certains espaces si nécessaires, » expliqua-t-il, en déroulant des schémas détaillés. Marc fut impressionné par la réflexion approfondie derrière ces plans.
C'est exactement ce genre de flexibilité dont nous aurons besoin. Les dynamiques familiales pourraient évoluer à mesure que les chatons grandissent. Mais tous les obstacles n'étaient pas aussi facilement surmontables. À la 8e semaine, alors que le sevrage était pratiquement achevé et que les chatons devenaient de plus en plus indépendants, un nouveau défi se présenta sous la forme d'une lettre officielle du département de la faune et des parcs de l'État. Marc la lut avec une inquiétude croissante. « Ils remettent en question notre projet », annonça-t-il lors d'une réunion d'urgence. Certains fonctionnaires estiment que nous devrions suivre le protocole standard pour les lynx orphelins ou recueillis, réhabilitation puis relâchement dans la nature. « Mais ce n'est pas un cas standard », protesta Emma. « Ces chatons ont imprégné un chien domestique comme figure parentale. Ils ne sont pas préparés pour une vie totalement sauvage. » Sans compter que Naya elle-même a développé des comportements atypiques, ajouta David. Sa réintégration dans un habitat naturel pourrait être problématique. Je sais tout ça, soupira Marc, et la lettre mentionne que le cas est à l'étude, ce qui nous laisse une marge de manœuvre. Mais nous devons préparer une réponse solide, basée sur des données scientifiques irréfutables. Cette nouvelle complication créa une tension palpable au sein de l'équipe. Les observations et la documentation du comportement des animaux prirent une importance encore plus cruciale, chaque interaction entre Buddy et les lynx étant minutieusement enregistrée pour servir d'argument en faveur du maintien de cette famille inhabituelle. Un événement inattendu vint cependant renforcer leur position. Un matin, alors que Miguel nettoyait l'habitat temporaire, Luna, toujours aussi aventureuse, réussit à se faufiler par une porte entr'ouverte. Paniqué, Miguel donna l'alerte, déclenchant une recherche frénétique dans toute la clinique. Ce fut Buddy qui la retrouva. Sans qu'on lui ait rien demandé, le chien s'était mis à renifler méthodiquement chaque recoin de la clinique, jusqu'à s'arrêter devant un placard de stockage, grattant la porte avec insistance. Lorsque Marc l'ouvrit, Luna était là, recroquevillée derrière des cartons, visiblement effrayée. Mais ce qui se passa ensuite stupéfia toute l'équipe. Au lieu de tenter de l'attraper, Buddy émit un petit gémissement doux, puis se coucha à l'entrée du placard, attendant patiemment. Après quelques minutes, Luna s'approcha timidement et grimpa sur son dos. Buddy se releva alors avec une infinie précaution et retourna tranquillement vers l'habitat, portant la petite fugueuse comme l'aurait fait sa mère. « Il l'a ramenée à la maison », murmura Emma, les larmes aux yeux, comme un parent ramènerait son enfant. Cet incident fut soigneusement documenté et ajouté au dossier destiné au département de la faune. Il illustrait parfaitement l'argument central de Marc et David. Cette famille interespèce avait développé des mécanismes d'adaptation et de communication uniques qui justifiaient un traitement exceptionnel. La construction de l'habitat avançait rapidement grâce à l'implication de nombreux volontaires locaux enthousiastes. Même le maire de Pine Ridge avait retroussé ses manches pour aider à planter des arbres adaptés aux besoins des lynx. « Cette histoire a transformé notre communauté », confia-t-il à Marc. « Des gens qui ne se parlaient non plus depuis des années, travaillant côte à côte sur ce projet. C'est comme si cette famille improbable nous rappelait l'importance de dépasser nos différences. » À la fin de la 8e semaine, les chatons avaient pratiquement doublé de taille. Leur pelage tacheté s'épaississait, annonçant le magnifique manteau qu'ils arboreraient à l'âge adulte. Leur jeu devenait plus élaboré, impliquant souvent des simulations de chasse où Buddy jouait tantôt la proie, tantôt le complice. Ils développent des compétences de prédation normales, observa David, mais dans un contexte social totalement inédit. Au lieu d'apprendre exclusivement de leur mère, ils intègrent des comportements canins dans leur répertoire. Un soir, alors que l'équipe se préparait à quitter la clinique, Marc s'attarda pour une dernière observation. Ce qu'il vit le figea sur place, son carnet de notes oublié dans sa main. Naya avait rassemblé ses 3 chatons pour la nuit, formant avec eux un cercle parfait.
Et Buddy, comme s'il complétait un puzzle vivant, s'était couché en demi-lune autour d'eux, son corps formant un rempart protecteur. Dans cette scène d'une harmonie parfaite, Mark vit non seulement la confirmation de leur théorie scientifique, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus universel, une leçon sur la capacité d'adaptation, d'acceptation et d'amour qui transcendait les barrières des espèces. Il prit silencieusement une photo, sachant déjà qu'elle figurerait en couverture du rapport qu'il préparerait pour convaincre les derniers sceptiques de la valeur inestimable de cette famille extraordinaire. À 3 mois, les chatons avaient atteint une étape cruciale de leur développement. Leur taille avait considérablement augmenté, atteignant presque celle d'un chat domestique adulte, et leur comportement devenait de plus en plus complexe. Naya avait commencé à leur enseigner les rudiments de la chasse, une éducation que Buddy observait avec une attention surprenante, parfois même en participant d'une façon qui stupéfiait les chercheurs. « Regardez ça !» chuchota David un matin, alors qu'ils observaient la famille depuis la vitre. Buddy joue le rôle de la proie, mais d'une façon pédagogique. En effet, le chien se déplaçait lentement, s'arrêtant parfois pour permettre aux chatons de perfectionner leur approche, puis accélérant juste assez pour les défier, sans les décourager. Lorsque Léo réussit une approche particulièrement à droite, Buddy se laissa capturer, roulant sur le dos dans une pose de soumission qui déclencha une explosion de fierté chez le jeune lynx. C'est comme s'il avait lu un manuel sur l'éducation des félins sauvages, commenta Mark fasciné. Il adapte parfaitement son comportement pour faciliter leur apprentissage. L'habitat permanent était presque terminé. Une clôture haute de 4 mètres, partiellement enterrée pour empêcher tout creusement, entourait l'espace d'1 hectare. À l'intérieur, des arbres avaient été plantés stratégiquement, des plateformes installées à différentes hauteurs, et un petit ruisseau artificiel serpentait à travers le terrain, créant des zones humides que les lynx affectionnaient particulièrement. « Le grand jour approche », annonça Mark lors d'une réunion d'équipe. « La semaine prochaine, nous transférerons Naya, Buddy et les chatons dans leur nouveau foyer. » Mais une ombre planait toujours sur ce projet. Malgré leurs efforts documentés et le soutien croissant de la communauté scientifique internationale, le département de la faune n'avait toujours pas donné son approbation définitive pour cette solution non conventionnelle. « Nous avons reçu une réponse à notre dossier », annonça David, le visage grave. « Ils reconnaissent la valeur scientifique de nos observations, mais persistant à s'inquiéter du précédent que cela pourrait créer, ils veulent une évaluation indépendante avant de prendre leur décision finale. » « Une évaluation indépendante ?» répéta Emma. « Par qui ?»« Par le docteur Richard Thornton », répondit David avec une grimace. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Le docteur Thornton était connu pour son approche traditionnelle de la conservation, privilégiant systématiquement le retour des animaux sauvages à leur habitat naturel, avec une intervention humaine minimale. « C'est un puriste », soupira Mark. « Il va considérer notre projet comme une forme d'anthropomorphisme sentimental plutôt que comme une avancée scientifique. »« Il arrive demain », conclut David. « Nous devons nous préparer à le convaincre. » L'arrivée du docteur Thornton le lendemain matin créa une tension palpable dans toute la clinique. Grand, sec avec des lunettes rectangulaires et une barbe poivre et sel soigneusement taillée, il imposait le respect par sa simple présence. Son regard scrutateur semblait cataloguer et évaluer chaque détail de l'installation. « Docteur Leblanc », salua-t-il froidement en serrant la main de Mark. « J'ai lu votre dossier avec attention. Une situation inhabituelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous préférons le terme « sans précédent, docteur Thornton », répondit Mark avec un sourire forcé. Merci d'avoir accepté de venir évaluer notre projet par vous-même. La journée qui suivit fut éprouvante pour toute l'équipe. Le docteur Thornton examina méticuleusement chaque aspect de leur travail, posant des questions pointues, remettant en question leur méthodologie et leurs conclusions.
Il passa des heures à observer Naya, Buddy et les chatons, prenant des notes détaillées sans laisser transparaître la moindre émotion. « Votre approche est fondamentalement problématique », déclara-t-il finalement lors d'une réunion en fin de journée. « Vous encouragez des comportements non naturels chez ces lynx, ce qui pourrait compromettre leur capacité à survivre en tant qu'espèce sauvage. » « Avec tout le respect que je vous dois, » intervint David, « nous ne parlons pas d'une population entière, mais d'un cas spécifique. Ces individus ont développé des adaptations comportementales uniques qui méritent d'être étudiées plutôt que supprimées. »« La science n'est pas sentimentale, Dr. Chen, » répliqua sèchement Thornton. « Notre devoir est de préserver les espèces sauvages dans leur état naturel, pas de créer des ménageries d'animaux confus sur leur propre identité. » La discussion s'envenima, chaque argument scientifique rencontrant une objection tout aussi scientifique. À la fin de la journée, aucun consensus n'avait été atteint, et le docteur Thornton annonça qu'il poursuivrait son évaluation le lendemain. « Je crains que nous ne perdions cette bataille », admit Mark cette nuit-là, alors que lui et David restaient tard pour discuter de la situation. Thornton a l'oreille du département, et son rapport aura un poids considérable. « Il n'a pas encore tout vu, » répondit David, pensif. « Demain, les Henderson seront là pour leur visite habituelle. Peut-être que voir l'interaction complète de cet écosystème social pourrait l'influencer. » Le lendemain, comme prévu, la famille Henderson arriva pour leur visite hebdomadaire. Lily, désormais totalement à l'aise avec la routine, apportait toujours un livre différent qu'elle lisait à voix haute près de l'habitat, une activité que les chatons semblaient particulièrement apprécier, se rassemblant autour d'elle avec une curiosité évidente. Le docteur Thornton observa cette scène avec un froncement de sourcils, prenant frénétiquement des notes. Puis vint le moment que Mark redoutait, l'entrée des Henderson dans l'habitat temporaire. Cette pratique, soigneusement mise en place au fil des semaines, permettait à la famille de passer du temps directement avec Buddy et progressivement avec les lynx. Naya avait fini par accepter leur présence, restant à distance respectueuse mais sans montrer de signes d'agressivité. « C'est de la folie pure », murmura Thornton en voyant Lily s'asseoir tranquillement au milieu de l'habitat, Buddy venant immédiatement se coucher à ses côtés. « Vous exposez cet enfant à un prédateur sauvage. »« Observez attentivement, » conseilla Mark. « Regardez comment Naya réagit. » La lynx, après avoir observé la scène pendant quelques minutes, s'approcha lentement. Elle s'arrêta à quelques mètres, reniflant l'air, puis, à la stupéfaction de Thornton, s'allongea calmement à proximité, ses chatons enhardis, prenant cela comme un signal pour s'approcher davantage. Léo fut le premier à s'aventurer près de Lily, reniflant curieusement ses chaussures avant de s'asseoir près de Buddy. Luna et Stella suivirent peu après, formant un cercle improbable autour de la jeune fille qui continuait sa lecture comme si cette situation était la plus naturelle du monde. « Ils l'ont intégrée dans leur structure sociale », expliqua doucement David. « Tout comme ils ont intégré Buddy. Ce n'est pas une confusion d'identité, Dr. Thornton, c'est une expansion de leur définition de ce qui constitue leur groupe social. » Thornton resta silencieux, son visage habituellement impassible, trahissant pour la première fois une forme d'étonnement. L'après-midi apporta un autre développement inattendu. Alors que les Henderson s'apprêtaient à partir, Thomas s'approcha du docteur Thornton. « Je comprends vos préoccupations, docteur, » dit-il avec une sincérité évidente. « Au début, j'étais comme vous. Je pensais que Buddy devait revenir à la maison, avec sa vraie famille. Mais j'ai réalisé quelque chose d'important. » Thornton haussa un sourcil interrogateur. « La nature n'est pas statique, » continua Thomas. « Elle évolue, s'adapte, trouve de nouvelles solutions. Ce que nous voyons ici n'est pas contre nature, c'est simplement une nouvelle expression de la capacité d'adaptation que la nature a toujours eue. »
Ces paroles semblèrent toucher une corde sensible chez le scientifique, qui resta pensif après leur départ. Ce soir-là, contre toute attente, le docteur Thornton demanda à passer la nuit à la clinique, souhaitant observer les animaux pendant leurs heures de repos. Mark accepta, intrigué par ce changement d'attitude. Au petit matin, Mark trouva Thornton déjà éveillé, observant la famille endormie à travers la vitre. Le tableau était désormais familier pour l'équipe, mais toujours aussi émouvant. Naya et Buddy formant un cercle protecteur autour des 3 chatons blottis entre eux. « Avez-vous déjà lu les travaux de Lynn Margulis sur la symbiose comme facteur d'évolution ?» demanda soudainement Thornton, sans quitter des yeux la scène. « Bien sûr, » répondit Mark, surpris par cette question inattendue. Elle a passé des décennies à défendre l'idée que la coopération entre espèces différentes était aussi importante dans l'évolution que la compétition, poursuivit Thornton. Elle a été ridiculisée avant d'être finalement reconnue comme visionnaire. Il se tourna vers Mark, son expression plus douce qu'auparavant. « Je crois que j'ai été trop rigide dans mon évaluation. Ce que vous avez ici n'est pas une aberration à corriger, mais peut-être une leçon à apprendre. » Le rapport du Dr Thornton arriva une semaine plus tard. Épais dossier relié dont le contenu déterminerait l'avenir de cette famille extraordinaire. Mark le reçut avec appréhension, s'enfermant dans son bureau pour le lire sans être dérangé. 2 heures plus tard, il en émergea, un sourire rayonnant illuminant son visage fatigué. Il a approuvé le projet, annonça-t-il à l'équipe rassemblée dans la salle de conférence. Et pas seulement approuvé, il le recommande activement comme une opportunité scientifique et éducative sans précédent. Un concert d'exclamations joyeuses accueillit cette nouvelle. David s'empara du rapport, parcourant rapidement les conclusions. « Écoutez ça », dit-il avec émerveillement. L'interaction observée entre ces espèces normalement antagonistes représente non pas une aberration à corriger, mais une fenêtre précieuse sur les mécanismes adaptatifs qui ont toujours façonné l'évolution. Ce cas démontre que la plasticité comportementale des espèces peut, dans certaines circonstances, transcender les barrières biologiques présumées rigides. En langage normal, traduisit Emma, il dit que la nature est plus flexible qu'on ne le pensait, et que notre famille improbable est la preuve vivante de cette flexibilité. Il recommande même l'expansion du projet, poursuivit David stupéfait. Il suggère que l'habitat devienne un centre de recherche officiel sur les interactions interespèces, avec un financement permanent du département. Mark n'attendit pas pour partager la bonne nouvelle avec les Henderson, qui accueillirent l'annonce avec un mélange de joie et de soulagement. Pour Lily, la confirmation que Buddy pourrait continuer sa vie extraordinaire tout en restant connecté à sa famille humaine était la meilleure nouvelle possible. « Quand est-ce qu'ils vont déménager dans leur nouvelle maison ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. « Très bientôt, » promit Mark. « Les derniers aménagements seront terminés dans 3 jours. Nous prévoyons le transfert pour ce week-end, si vous voulez être présent. » Le jour du déménagement arriva enfin, par une splendide matinée d'automne. L'air était vif, mais le soleil brillait, illuminant les couleurs flamboyantes des arbres qui entouraient le nouvel habitat. Une petite cérémonie avait été organisée, réunissant l'équipe de la clinique, les Henderson, quelques journalistes soigneusement sélectionnés et plusieurs représentants officiels, dont le maire de Pine Ridge et un délégué du département de la faune. Un ruban symbolique avait été tendu devant l'entrée principale de l'habitat que Mark s'apprêtait à couper après un bref discours. « Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas simplement un espace pour 5 animaux extraordinaires, commença-t-il, sa voix portant sur l'assemblée silencieuse. C'est un témoignage de ce qui peut arriver lorsque nous laissons nos préjugés de côté et observons la nature avec un regard neuf. Naya, Buddy,
Léo, Luna et Stella nous ont enseigné que les frontières que nous croyons infranchissables n'existent parfois que dans notre esprit. Il fit une pause, cherchant ses mots pour exprimer l'émotion qui l'étreignait. En tant que scientifiques, nous recherchons des modèles, des règles, des explications. Mais parfois, la plus grande découverte est de réaliser que ces règles peuvent être transcendées. Ce centre de recherche sera dédié à l'exploration de cette frontière, non pas entre les espèces, mais entre ce que nous croyons savoir et ce que la nature a encore à nous apprendre. Les applaudissements qui suivirent étaient chaleureux mais contenus, comme si chacun comprenait l'importance solennelle du moment. Marc coupa le ruban et l'équipe procéda au transfert soigneusement planifié des animaux. Naya fut la première à explorer le nouvel espace, avançant prudemment dans l'enclos de transition qui permettrait une introduction graduelle au vaste habitat. Ses chatons la suivirent, leurs mouvements trahissant un mélange de curiosité et d'appréhension. Buddy fut le dernier à entrer, restant d'abord près de la porte comme s'il attendait une confirmation que ce changement était approuvé. « Vas-y, Buddy », encouragea doucement Lily depuis la zone d'observation. « C'est votre nouvelle maison. » Comme s'il avait compris, le chien s'avança alors, rejoignant Naya, qui explorait déjà un affleurement rocheux au centre de l'enclos. Les retrouvailles furent touchantes, la lynx frottant brièvement sa tête contre celle de Buddy avant de reprendre son exploration, les chatons gambadant autour d'eux avec une énergie croissante à mesure que leur confiance augmentait. Au cours des jours suivants, la famille s'adapta remarquablement bien à son nouvel environnement. L'espace plus vaste permettait aux chatons d'exercer pleinement leurs compétences de chasse naissante, tandis que les différentes zones d'enrichissement stimulaient leur curiosité naturelle. Des caméras discrètes, installées stratégiquement dans tout l'habitat, permettaient une observation continue sans perturber les animaux. Regardez comment Léo utilise les rochers pour se dissimuler, nota David une semaine après le transfert, alors qu'ils observaient les images en direct. C'est un comportement typique des lynx adultes. Naya doit le lui avoir enseigné. Et pourtant, son approche finale est différente, ajouta Marc. Il reste plus bas sur ses pattes, presque comme un chien à l'affût. Je crois qu'il combine les techniques de chasse de ses deux parents. Ce terme, parent, n'était plus contesté au sein de l'équipe. Il était devenu évident pour tous les observateurs que Buddy jouait un rôle parental à part entière, distinct mais complémentaire de celui de Naya. Le centre de recherche sur les interactions interespèces de Pine Ridge, comme il fut officiellement nommé, ouvrit ses portes au public 3 mois après l'installation de la famille. Les visites, strictement encadrées et limitées en nombre, permettaient aux visiteurs d'observer les animaux depuis des plateformes discrètes, tout en bénéficiant d'explications scientifiques sur ce cas unique. L'impact médiatique et scientifique dépassait toutes les attentes. Des chercheurs du monde entier demandaient à collaborer, des universités proposaient des partenariats et plusieurs documentaristes prestigieux se disputaient le droit de filmer cette histoire extraordinaire. Mais pour Marc, le moment le plus gratifiant arriva 1 an après le sauvetage initial, lors d'une visite particulière. Les chatons avaient atteint presque leur taille adulte, leurs corps élancés et puissants témoignant de leur développement sain. Naya, toujours majestueuse malgré une légère maturité dans son pelage, régnait sur ce territoire avec une assurance tranquille. Et Buddy, désormais âgé de presque 2 ans, avait trouvé un équilibre parfait entre ses visites régulières chez les Henderson et son rôle au sein de sa famille féline. Ce jour-là, Emma avait amené un groupe d'enfants d'une école locale, tous issus d'un programme pour élèves en difficulté. Parmi eux, un garçon solitaire attira l'attention de Marc. Contrairement à ses camarades excités, il restait en retrait, observant silencieusement les animaux avec une intensité troublante. Il ne parle pas beaucoup,
expliqua l'institutrice à voix basse. Syndrome d'Asperger. Il a du mal avec les interactions humaines, mais une affinité remarquable avec les animaux. Marc hocha la tête, reconnaissant quelque chose de familier dans le regard concentré de l'enfant. Lorsque le groupe passa à la zone éducative, Marc resta en arrière, s'approchant doucement du garçon qui fixait toujours l'habitat. « Ils sont une famille », dit soudainement l'enfant, sans détourner le regard, « même s'ils sont différents. » « Oui, » confirma doucement Marc, « c'est exactement ce qu'ils sont. »« Les gens disent que je suis différent aussi, » poursuivit le garçon. « Que je ne comprends pas les règles. » Marc s'agenouilla pour se mettre à son niveau. « Tu sais ce que ces animaux nous ont appris ? Que parfois, quand on pense qu'il y a des règles qui ne peuvent pas être changées, la nature nous surprend en créant de nouvelles possibilités. » Le garçon le regarda enfin, une lueur de compréhension dans ses yeux. Comme eux, ils ont créé leurs propres règles. Exactement, sourit Marc, et c'est ce qui les rend si spéciaux. Alors qu'ils contemplaient ensemble cette famille improbable, Marc réalisa que l'impact de Naya et Buddy s'étendait bien au-delà de la science. Leur histoire touchait quelque chose de profondément humain, ce désir de connexion qui transcende les différences, cette capacité à trouver sa place dans un monde qui semble parfois régi par des règles trop rigides. Dans un coin de l'habitat, Buddy jouait avec Léo, leurs mouvements synchronisés dans une danse parfaitement coordonnée. Naya observait depuis un rocher surélevé, son regard vigilant mais serein, tandis que Luna et Stella se reposaient à l'ombre d'un arbre. Une famille, forgée non par le sang ou l'espèce, mais par le plus improbable des sauvetages au bord d'une rivière glaciale, et nourrie par ce que les scientifiques commençaient à reconnaître comme la plus adaptative des forces, la capacité d'aimer au-delà des frontières,